as God is my witness, I thought turkeys could fly. We were on a break! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Cool. Hello! Et si je vous parlais, pour ce nouvel épisode de C'est rigolo, d'une série qui a offert une autre vision de l'autofiction, une vision au comédien, donnant son nom au show, n'est pas là uniquement pour se glorifier, mais bien pour se montrer avec ses failles, pour raconter un peu sa vie. Une série qui va ouvrir le chemin pour bien d'autres, surtout chez les stand-uppers. Cette série, c'est Seinfeld, et c'est une série que j'ai découvert sur Canal+, dans Destination Série, et je vais tenter de vous faire comprendre ce qui fait qu'elle fait partie de mes sitcoms cultes. C'est rigolo, saison 1, épisode 4, Seinfeld, un podcast à propos d'une série à propos de rien. Seinfeld, c'est la co-création de Jerry Seinfeld, bien entendu. C'est un comédien de stand-up très connu aux États-Unis. Et il est aidé de Larry David, un autre humoriste, scénariste, que vous avez peut-être vu dans Curb Your Enthusiasm, sous le nom Larry et son nombril, ou dans de multiples passages au Saturday Night Live. Bref, ces deux-là vont nous raconter quelque chose qui se passe à New York, la vie de Jerry Seinfeld et de 3 de ses amis qui l'entourent, Ellen Benes, George Costanza et Cosmo Kramer. Believe it or not, George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out before I pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. Pendant 9 saisons sur NBC, le Quatuor va nous montrer sa capacité à transformer le banal du quotidien comme par exemple faire la queue au restaurant, se rendre au lavoir ou même se perdre dans un parking de centre commercial, en des situations, qui vont prendre des proportions démesurées, à la limite du contrôlable même. Une certaine vision, un certain art de faire des montagnes d'une taupinière, tout ça pour amuser la galerie. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, en tout cas à la fin, nous sommes à nouveau devant une sitcom qui va souffrir d'une réception publique plus que tiède et qui aura la chance, que beaucoup n'ont plus aujourd'hui, d'avoir une chaîne qui va leur faire confiance en espérant un décollage tardif d'ailleurs. Il faudra bien une grosse moitié de vie pour connaître un véritable succès. You're gonna overdry it. You can't overdry. Why not? Same reason you can't over-wet. See, once something is wet, it's wet. Same thing with death. Like, once you die, you're dead, right? Let's say you drop dead and I shoot you. You're not gonna die again, you're already dead. You can't over-die, you can't over-dry. Comme souvent, on est devant une comédie qui va tirer sa force de ses personnages et plutôt que ses actions. Selon moi, la différence avec d'autres sitcoms, c'est que on aura des personnages qui seront imparfaits, névrosés, et même limite fréquentables parfois. Par exemple, Jerry, le personnage principal, sous ses airs de personnage qui observe, bien propre sur lui, qui essaie de réussir, en fait, très vite, on va se rendre compte que c'est un maniaque de la propreté, de l'hygiène, c'est un contrôle freak. Il est limite binaire en fait, et c'est le genre de gars qui pourrait rester coincé devant un tic de langage. D'ailleurs, s'il écoutait ce podcast-là, il n'arrêterait pas. Tout au long de la série, il va même passer son temps à sortir avec des femmes pour casser avec elles aussitôt, et pour des raisons souvent farfelues et surtout très immatures. C'est une immaturité qui typique à Jerry, qui va l'emmener dans des situations où il devra en subir les conséquences. Pour exemple, l'épisode Puffy Shirt, donc la chemise bouffante de la saison 5, donc épisode 2 de la saison 5, c'est
l'un des épisodes qu'il faut absolument voir pour comprendre Seinfeld. En fait, lors d'un dîner, avec la nouvelle petite amie de Kramer, qui s'appelle Leslie, c'est une fille qu'on n'entend quasiment pas. Elle murmure, mais vraiment, c'est très 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 difficile de comprendre. Jerry, en fait, va encore une fois ne pas faire attention et va accepter, sans le savoir, de porter la dernière création de cette femme, la dernière création vestimentaire de cette femme, pour son apparition au Today Show. En fait, il s'avère que c'est une chemise bouffante, un peu façon pirate, et forcément, Jerry finira par tourner tout ceci à la blague, et sur un ton très très moqueur. Évidemment, Leslie finira par retrouver sa voix pour finalement le traiter de connard. This pirate trend that she's come up with, Jerry, this is going to be the new look for the 90s. You're going to be the first pirate. But I don't want to be a pirate! Un autre moment marquant du genre, le hello que vous entendez dans le générique et avec lequel je vous ai accueilli, ça fait partie de mes gags préférés de la série, où on voit Jerry Seinfeld encore une fois se moquer du bruit que le ventre peut faire une de ses petites amies lorsqu'elle dort. Hein, il digère, ça fait hello, et ça va partir en running gag tout le long de l'épisode. Bon, il n'y a pas que Jerry dans l'histoire, il y a aussi Hélène, jouée par Julia Louis-Dreyfus, qui est en fait l'ex-petite copine de Jerry, et leur relation, on va dire, elle n'est pas toujours très très claire. Ils sont à la limite du Friends with Benefits par moment, en tout cas ils sont amis, c'est Je t'aime moi non plus. C'est le seul personnage féminin vraiment récurrent, en plus d'avoir été le personnage féminin ajouté sur le tard, Hélène ne figure même pas dans le pilote. C'est la caution féministe, intellectuelle de l'ensemble, mais c'est aussi une femme qui a la fâcheuse tendance de se faire rouler dans la farine, par naïveté peut-être, en tout cas au niveau de sa vie privée et professionnelle. Pour moi, c'est une adorable malchanceuse. Hélène a, comme le reste de la distribution, un nombre incalculable de lignes de dialogue relevant de la perfection pure et simple. En tout cas, moi, c'est un de mes personnages préférés au niveau catchphrase. C'est des lignes qui réussissent à vraiment définir son personnage, et si on devait en retenir qu'une seule, en tout cas moi, c'est je ne suis pas lesbienne, je déteste les hommes, mais je ne suis pas lesbienne. Voilà, ça c'est... Je pense que ça fait partie des petites phrases qui pourraient aller sur son CV de personnage. Walking around naked? That is not a good look for a man. Why not? It's a good look for a woman. Well, female body is a work of art. The male body is utilitarian. It's for getting around. It's like a Jeep. Voilà, cette phrase, ça va me mener... étrangement, naturellement, c'est selon, directement à George Costanza, le cas George Costanza, le genre de gars qui, par rapport au lesbianisme, pourrait dire j'ai toujours eu le sentiment que si une lesbienne me regardait, elle dirait c'est à cause de lui que je ne suis pas hétéro. Voilà, c'est son genre de façon de penser. Et encore une fois, ça, je dis ça, c'est quelque chose qu'il a réellement dit. Georges, c'est un mec défaitiste, c'est un menteur, c'est un parano, c'est un égoïste, un radin, quelqu'un de très maladroit, quelqu'un d'amoral aussi. Le genre de gars qui va pousser une vieille dame et des enfants pour s'échapper d'un incendie. Vous voyez un peu le genre? I was trying to lead the way. We needed a leader. Someone to lead the way to safety. But you yelled, get out of my way! En dehors de tout ça, c'est quand même l'ami d'enfance de Jerry. Tout est détestable chez lui. Mais le karma va lui rendre même beaucoup, avec des moments qui passent du gênant au dégradant. Et ça crée un équilibre, un retour de bâton, qui fait qu'on ne sait jamais vraiment si on doit le détester ou juste rire de ce petit bonhomme qui a quand même quelques rares moments d'espoir. Selon moi, tout n'est pas perdu pour lui.
Si je réutilise l'épisode du Puffy Shirt, dont je parlais juste avant, il y a moyen de vous montrer à quel point le karma peut s'acharner sur lui. George n'a pas de chance, il est obligé de retourner vivre chez ses parents qui ne l'apprécient pas trop. Et à ce moment-là, George va rencontrer un agent, un modèle, qui va lui promettre de devenir un modèle pour main. La chance lui sourit enfin, et boum, un accident de fer à repasser, et plus aucun espoir possible. Bon. Après, George, on pourra quand même lui laisser d'excellentes réflexions sur la vie professionnelle, et un petit truc qui te dit que si t'as l'air ennuyé constamment, les gens penseront que t'es occupé, et ne t'en iront plus. Voilà, finalement c'est un grand homme, George. When you look annoyed all the time, people think that you're busy. Think about it. Yeah, you do. He looks very... Et au-dessus de ce nid de coucou, vole Cosmo Kramer, un coucou encore plus gros, un voisin totalement fou, vraiment pas méchant, peut-être un peu dangereux pour son entourage et pour lui-même, cela dit. Si d'un côté on a Hélène, George et Jerry qui sont des boules de complexe, de névrose intérieure, lui c'est juste une boule de folie, c'est pas une boule de flipper qui roule, pour ceux qui ont la référence, c'est un cartoon vivant, voilà, c'est ça, c'est un être mystérieux, fascinant, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, mais un peu dans la vôtre. Voilà, Kramer, au fil des épisodes, il réussit à nous faire attendre l'entrée d'un personnage dans une pièce, vraiment. Quand il n'entre pas avec l'air surpris d'un enfant qui a mangé trop de sucre, il nous fait la démonstration d'un lustrage du sol, mais d'une grande qualité. Avec des glissades et des ouvertures de portes, quand il arrive chez Jerry, qui nous offre des cascades gracieuses, remarquées et remarquables. No, these don't belong to me. I'm not the ass man. I think there's been a mistake. What's your name again? Cosmo Kramer. Cosmo Kramer. You are the ass man. Et afin d'insister sur le côté très immature, très enfantin de tous les personnages que l'on a là, qui sont censés être des adultes vivant à New York, Cosmo Kramer, c'est quand même le genre de personnage qui va quand même créer une petite statuette de Jerry en pâte. En pâte fusilli, voilà. Ouais, et comme ça, ce bon vieux Cosmo. Happy Festivus! Happy Festivus! Happy Festivus! Hey! Happy Festivus, everyone! It's a Festivus miracle! Pour ce qui est des personnages moins réguliers, moins récurrents, plus occasionnels, et qui gravitent autour de nos quatre zigotos, ils ne font pas que subir tout ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à subir. Ce sont des personnages il y en a très peu de vraiment clairs, psychiquement, psychologiquement parlant. Je vais pas tous vous les citer, parce qu'il y en a énormément, mais on a des personnages secondaires, comme un père colérique, le père de George, qui, armé d'une barre de fer, une espèce de pole de pole dance, en tant que remplaçant de Sapin Noël, va aller créer une anti-fête de Noël nommée Festivus, qui proteste contre la sur-commercialisation de cette fête. Fête que certains fans honorent réellement aujourd'hui encore, le 23 décembre. Donc si vous cherchez ça sur Facebook, sur Google, vous trouverez tout ce qui se rapporte à Festivus. On a aussi un chef cuistot que vous avez peut-être déjà croisé dans d'autres séries ou en tant que référence pop culture. Un chef cuistot qui vend de la soupe et qui finira par être nommé le soupe nazi. Un gars d'ailleurs qui existe réellement et qui a fini par récupérer ce nom-là pour se faire du fric, tout simplement. Le soupe nazi, on l'appelle comme ça parce que si vous hésitez lors de votre commande ou que vous le contrariez un petit peu, vous avez un droit à un sec no soup for you. Et alors là, tu peux repartir dans la file ou tu peux même ne plus jamais revenir si jamais ta photo finit sur son comptoir. Very good, very good. You know something? No soup for you! Come back, 1 year! Next! Et que serait ce tableau, ce tableau de fou, sans parler des parents de Jerry, parce que on les voit quand même assez souvent, et qui ont ils ont pas la fâcheuse tendance à en faire des caisses pour rien eux aussi, Une petite contrariété, et c'est la fin du monde, Bref, voilà. Pour avoir un exemple
type des réactions que peuvent avoir les parents, il faut aller voir l'épisode The Pen de la saison 3, épisode 3. Jerry et Helen se retrouvent chez eux en Floride, parce que tous les vieux se retrouvent en Floride, aux États-Unis apparemment. Et c'est un week-end calme, fait pour se reposer, et qui va créer un incident diplomatique dans des proportions, mais alors complètement tarées. Tout ça parce que un ami des parents de Jerry va donner un stylo de la NASA qui peut écrire la tête en l'air à Jerry, et tout va tourner autour du pourquoi tu lui as donné, pourquoi tu l'as accepté, il fallait pas accepter. Enfin, c'est un épisode complètement fou, et en plus de ça, vous pourrez voir Helen droguée aux antidouleurs avec de l'alcool qui devient complètement folle. Il n'y a pas d'autre mot. Oh, Elaine, this is my Aunt Stella. Stella! Bon, si on ne peut pas trop espérer un rééquilibrage de la folie, hein, parce qu'ils sont tous complètement tarés, et pour faire tenir tout ce cirque, Seinfeld a une écriture, mais alors une écriture exemplaire, qui va réussir, dans les moments les plus graves, à toujours retomber sur ses pattes, avec des dialogues qui font mouche, parfois qui font même très très mal, mais surtout à ne jamais s'encombrer de tabous, ou de moralité, ou en se voulant porteuse d'un message. C'est d'ailleurs une règle de Larry David dès le départ, c'est le « no hugging, no learning », pas de leçon de morale, pas de leçon sentimentale, et surtout, les personnages ne doivent jamais apprendre de leurs erreurs. Contrairement à toutes les autres sitcoms où il y avait toujours un côté un peu moral, où on apprenait quelque chose d'une situation donnée. What's the matter? My mother caught me. Caught you doing what? You know. I was alone. Elles sont pas nombreuses, ces sitcoms, quand même, à pouvoir se targuer de parler de la mort sans tomber dans le pathos, ou encore de masturbation autant masculine que féminine, sans jamais utiliser une seule fois le mot, sans jamais tomber dans le graveleux, et en utilisant cette censure hein, des chaînes du network comme une force plutôt comme un frein à l'humour. Et tout ça, c'est concentré dans l'épisode de la saison 4, l'épisode 11, qui s'appelle The Contest, qui en gros est un concours de qui peut se retenir le plus longtemps de se masturber. Voilà. Et dans cet épisode-là, on va avoir droit à une des répliques les plus connues de la série, qui est la question, le « Are you still master of your domain ?» Donc, es-tu toujours maître dans ton domaine je pense que ça se passe de tout commentaire. Si ce n'est que le master of your domain, en relation avec le masturbate, donc masturber, permet d'avoir un petit clin d'œil quand même au sujet sans pourtant le prononcer. But are you still master of your domain? I am king of the county. You? Lord of the manor. Évidemment, quand on prend beaucoup de liberté, et quand on n'a plus vraiment de tabou, quand on peut tout traiter, etc., on risque toujours de se fâcher avec des gens. Et puis notamment, ici, Seinfeld a une histoire avec la communauté portoricaine, avec l'épisode qui s'appelle le Puerto Rican Day. Donc voilà, c'est une célébration à New York pour les immigrés portoricains vivant depuis plusieurs années aux États-Unis. En gros, la communauté portoricaine aux États-Unis va trouver qu'on a donné une représentation négative, violente des portoricains, et puis surtout, ils n'ont pas apprécié que même par maladresse, un drapeau fut brûlé. Hein, ça a été, voilà, Kramer a été très très maladroit, et ça a occasionné des lettres, des protestations, et finalement des excuses de NBC. Bon, depuis Sony et les DVD, cet épisode existe toujours, il n'y a plus d'excuses à donner, parce que Sony a dit que, voilà, maintenant il y avait prescription. I remember speaking with the head of some sort of Puerto Rican Pride coalition, and he spoke to me and told me that they were going to protest the episode, and they were very upset that we had done this.
And I said, but you haven't seen the episode yet. I said, how do you know that there's something in there that you want to protest? And I'll never forget his exact words were, we assume that it's offensive. Bon, pourtant, je vous dis tout ça, car une nouvelle fois, c'est que moi, je lui trouve ce qui me fait vous la vendre pour que vous la découvriez aussi, si c'est pas déjà fait. Mais en discutant du sujet avec ma femme m'a dit... elle m'a dit qu'elle n'accrochait pas vraiment à la série, exactement pour les mêmes raisons qui me font l'aimer, la série. Pas ma femme, enfin bref, je m'embrouille. Bref, elle n'arrive pas à trouver de quoi s'attacher au personnage, de s'identifier, et donc l'humour qu'il va chercher dans le banal et l'exagération, ça prend pas, ou difficilement, en tout cas pas autant que pour moi. What's the premise? Well, as I was saying, I would play myself, and as a comedian living in New York, and I have a friend and a neighbor and an ex-girlfriend, which is all true. Yeah, but nothing happens on the show. Bon, je sais que c'est pas le moment normalement de vous conseiller des épisodes, mais si vous voulez aussi un résumé de ce que propose niveau banal la série, il faut aller voir la force comique d'un épisode comme l'épisode 11 de la saison 2, qui se déroule dans la file d'attente d'un restaurant chinois. Cet épisode, c'est un concentré de l'essence même de la série et de ses personnages. On y retrouve l'anxiété de George, ses relations avec les femmes dans son attente d'un coup de fil qui n'arrivera jamais, la gaminerie de Jerry qui, pendant l'attente, propose à Hélène un pari et d'aller voler dans l'assiette d'autres clients, et bien entendu la naïveté d'Hélène qui fait qu'elle va tomber dans le panneau et joue le jeu à 100%. C'est un épisode qui ne va se passer que dans cette salle d'attente de restaurant, et pourtant tout est là, absolument tout est là. Et si vous jetez un petit coup d'œil dans les personnes qui sont aux tables, vous pourrez y apercevoir Larry David, le co-créateur. I don't see any way we can eat and make this movie. Oh, well, I have to eat. Well, let's just order it to go. We'll eat it in the cab. Eat it in the cab? Chinese food in a cab? We'll eat it in the movie. What? Where do you think you're going? Do you think that they have big picnic tables there? Au rayon des anecdotes, Seinfeld ne laisse pas sa part aux autres non plus. Je vais pas toutes vous les énumérer, juste ce que moi j'ai retenu de fun à savoir lorsqu'on débute la série. Et j'ai trouvé ça drôle de me dire que pour bien débuter la série, il faut savoir parler un peu de sa fin, sans vous la spoiler, promis. Et pourtant j'en aurais terriblement envie parce que Seinfeld a la fin la plus surprenante et étrangement logique qu'une sitcom pourrait avoir, tout en occultant pas qu'elle ferme une boucle parfaite avec la discussion du tout premier épisode, une conversation qui se concentre sur la boutonnière de la chemise de George. Oui, je sais, ça fait rêver. Bref, elle a une fin étonnante qui fait une boucle. Une fin parfaite. Une fin surtout à un moment où la série était au plus haut niveau audimat. Donc, encore une fois, une série qui s'en va quand elle est au plus haut de son succès. Alors, l'épisode final, donc en plus d'être un chef-d'œuvre et un incontournable de la télévision, c'est un double épisode, il faut le savoir. C'était à l'époque un moment tellement important que plusieurs chaînes ont même changé leur programmation afin de ne pas se retrouver en concurrence directe. TV Land, par exemple, a même choisi de ne diffuser qu'une image d'une porte bureau fermée, voilà. MTV a intercalé sa série animée pendant les pubs de Seinfeld. Même la veille, Dharma et Greg sur ABC a décidé de diffuser un épisode où le couple tentait d'avoir des relations sexuelles en public parce que de toute façon, personne ne serait là, ils seraient tous en train de regarder Seinfeld. Voilà, c'était vraiment le synopsis de l'épisode. Par contre, moins drôle, en dehors de la fiction, lors de la diffusion sur la côte ouest, tout le monde était tellement à l'intérieur de la maison que la circulation était très légère à Los Angeles, et ça a permis à l'ambulance qui est allée chercher Frank Sinatra de ne pas avoir de problème pour faire un aller-retour. Malheureusement, ça n'a pas empêché son décès ce soir-là. This whole city's inside watching TV. I know. Normalement, c'est maintenant que je vous proposerai quelques épisodes représentatifs. Mais bon, comme vous avez pu remarquer jusque-là, j'ai déjà fait ça un tout petit peu pendant le déroulé du podcast. Je rajouterai en fait l'épisode 6 de la saison 3, The Parking Garage, dont je
parlé un tout petit peu en intro, qui, comme son nom l'indique, se passe dans un parking d'un centre commercial, et on a la bande donc Kramer, George, Jerry et Helen qui se retrouvent en fait perdus à rechercher la voiture, et on a un huis clos d'une drôlerie folle qui va encore une fois mettre en avant toute la folie des personnages, toute leur psyché, et le côté immature qu'ils puissent avoir, sans oublier que l'on est clairement devant une situation des plus anodines qui finira comme toujours par prendre des proportions démesurées. Donc pour moi, c'est un épisode qui est, à l'instar de l'épisode du restaurant chinois, est juste parfait pour sa démonstration des personnages. Where's the car? Well, I thought it was here. You don't know where we parked? This is great. Look, I thought it was green 22. I remember orange. I thought it was orange. Des séries comme entre autres Curb Your Enthusiasm avec Larry David, co-créateur de Seinfeld, si vous suivez, il va reprendre son rôle façon George Costanza, un rôle qui l'avait un peu inspiré lui-même, où il va jouer la vie d'un asocial, producteur, scénariste, et de ses difficultés de travailler dans un milieu où il faut être sociable, et puis même dans la vie de tous les jours, tout simplement. C'est un pitch de base que va reprendre I'm Sorry un peu plus tard, en version féminine et familiale, avec une humoriste assez maladroite et qui n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Du côté du groupe de personnes détestables, mais qui nous font quand même rire, c'est It's Always Sunny in Philadelphia, on a des phrases qui vont pousser le bouchon de plus en plus loin dans l'humour noir, et c'est quelque chose de très rare aujourd'hui à la télé, encore une fois. Bon, ce sont des exemples de séries qui sont, à mon sens, des descendants directs de l'esprit Seinfeld et de son art du traitement du rien pour en faire un ensemble totalement barré. Un point de plus qui, selon moi, montre bien la marque qu'elle a laissée et laisse encore aujourd'hui. Why don't they have salsa on the table? What do you need salsa for? Salsa is now the #1 condiment in America. Do you know why? Because people like to say salsa. Encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je m'excuse de nouveau pour le retard que j'ai pu prendre. C'est un épisode qui m'était compliqué à écrire et à laisser dans la nature. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter, venir parler avec moi, partager votre connaissance de Seinfeld ou me dire ce que vous avez découvert, si vous le découvrez maintenant. Bref, je vous donne rendez-vous, j'espère dans pas trop longtemps. Sur ce, bonne écoute et bonne comédie.